Bonsoir à tous. On est très heureux de vous inviter à cette deuxième conférence en ligne des rendez-vous de résilience, pardon, une occasion de pouvoir interagir avec vous, patients de notre communauté résilience, et converser avec nos experts. Je me présente, Anne-Sophie. J'ai moi-même été malade il y a quelques années en arrière et aujourd'hui, je m'occupe de la partie contenu de l'application, notamment des programmes de soins de support digitaux que vous retrouverez d'ailleurs tout bientôt au sein de l'application. Je vous présente à mes côtés le docteur Jacques, qui est psychiatre. Fanny a travaillé une dizaine d'années en cabinet, spécialement avec des patients atteints de cancer. Elle a par la suite été entrepreneuse et a rejoint Résilience l'an dernier pour travailler avec nous sur les problématiques de santé mentale. Nous avons également en ligne une partie de l'équipe avec Sarah et Morgane qui seront également à votre écoute pour modérer les questions que vous poserez dans le chat auxquelles nous répondrons avec le docteur Jacques. Petit avertissement, merci d'éviter des questions concernant particulièrement votre parcours de soins à vous, étant donné qu'on est sur une approche généraliste et que le docteur Jacques n'est pas votre médecin traitant. Nous vous invitons à ajouter vos questions directement dans la partie questions-réponses via le bouton Q et R. Je les partagerai à Fanny au fil de la conversation. Et si vous souhaitez poser votre question à haute voix, vous pouvez lever la main et nous vous donnerons la parole. Enfin, sachez qu'en live, nous vous soumettrons quelques questions de sondage pour avoir vos retours sur cette première expérience et vos idées sur les thématiques que l'on pourra aborder par la suite. Fanny, je te laisse te présenter et dire quelques mots sur la thématique de ce soir. Merci Anne-Sophie. Bonjour à toutes et tous. J'espère que mon réseau est bon. Ça a un petit peu bugué tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez entendu un bug. J'espère que ça ne vient pas de moi. Ça, on me signale dans l'arrière-boutique que tout va bien. Alors, je m'appelle Fanny Jacques. Moi, je suis médecin psychiatre. Merci Anne-Sophie pour cette parfaite présentation. Et donc, en effet, j'ai deux casquettes. J'ai travaillé longtemps avec des patients en oncologie. Et puis, il y a quelques années, je me suis lancée pour créer une application qui suivait les patients en état de souffrance psychologique. Et donc là, c'est pour ça que vraiment, je suis très heureuse de travailler chez Résilience, puisque finalement, ça réunit un petit peu mes deux expertises, à la fois bien la santé mentale et l'oncologie, mais aussi cette expertise autour des solutions digitales, numériques, qui peuvent venir compléter vos soins plus classiques, on va dire. Et donc, moi, je travaille vraiment main dans la main avec Anne-Sophie notamment pour travailler sur tous les programmes qui vont accompagner les patients, les programmes de soins de support qui accompagneront les patients tout au long de la maladie. Alors, ce que je voulais peut-être vous préciser pour introduire ce sujet du cancer et des proches, et puis ensuite avec Anne-Sophie, on va regarder ensemble quelles sont vos questions, c'est que vraiment, on n'est pas du tout, enfin, je ne suis pas du tout là, et Anne-Sophie non plus, pour vous donner des leçons, pour vous dicter ce qui serait la bonne ou la mauvaise conduite à tenir, hein, parce que c'est vraiment très unique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise conduite. On peut vous aider à éclaircir certains points, à trouver, à vous éclairer, à trouver quelques pistes, à vous accompagner, mais vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise conduite, et donc il n'y a vraiment pas de jugement dans ce dont on va parler aujourd'hui, que ce soit sur vos réactions à vous et sur les réactions des proches. Et donc, en introduction, en effet, ce que je dirais, c'est que bien évidemment, la maladie du cancer, elle bouleverse la vie du patient, mais également, bien sûr, la vie de l'entourage, notamment les personnes qui vivent sous le même toit que le patient, mais en fait, pas que. Toute la famille va être touchée par cette maladie, la maladie d'un proche. Et en fait, ce n'est pas non plus très facile d'être la personne bien portante qui va voir celui ou celle qu'on aime en train de souffrir. Et donc, finalement, ce n'est pas évident pour chacun de trouver sa juste place entre être présent mais pas trop en faire, soutenir la personne mais sans non plus la considérer uniquement comme un malade, mais aussi comme un époux, une maman, un frère, un enfant.
En plus, il faut quand même tenir sur la distance. Maintenant, avec le cancer, on parle de maladie chronique, donc l'entourage, il doit faire attention à ne pas s'épuiser lui-même en aidant. Donc, en fait, l'entourage, souvent, il n'ose pas manifester des signes de faiblesse, ils ne s'autorisent pas à être fatigués, ils vont culpabiliser s'ils ne sont pas à la hauteur. Et puis, quant au patient, bah, lui, il va culpabiliser d'être malade, il va culpabiliser d'être une source de soucis ou d'inquiétude par rapport à ses proches. Résultat, tout le monde se retrouve un peu coincé dans le grand filet de la culpabilité et du coup, bah, il y a des problèmes de communication, de mauvaise compréhension, de malentendus et tout ça, ça peut être dommageable à la relation. Donc, c'est vraiment ce dont on va essayer de parler ce soir. Et donc, on est ici pour partager vos expériences. Et je le redis, chaque expérience est unique et toutes les réactions sont acceptables et toutes sont différentes. Et d'ailleurs, certaines réactions, et je pense qu'on va y venir avec les premières questions, peuvent être coûtantes et déstabilisantes pour les personnes. Peut-être pour les questions. Ouais, bah écoute, la fin de ta phrase n'était pas très claire. Ça passe pas bien. Ouais, c'est pas très très bien passé, mais effectivement, si tu veux, on peut commencer avec les premières questions qu'on a reçues. On a eu une première question de Stéphanie qui nous disait: Bonjour, touchée par le cancer du sein il y a peu, certaines personnes de ma famille, notamment mon frère, n'ont pas pris de mes nouvelles. Je suis extrêmement déçue. Est-ce légitime? Cela me touche beaucoup, mais je ne sais pas si je dois en parler aux personnes. Pour moi, c'est complètement légitime parce que c'est une émotion qu'elle ressent elle. Et peut-être qu'effectivement, dans son vécu de la maladie, surtout au début, on a besoin d'être entouré, de se sentir entouré, de ne pas être trop seul face à cette maladie. Et donc, pour moi, la légitimité, elle est évidente. Après, si effectivement ça l'affecte beaucoup, je pense qu'effectivement, pouvoir en parler, sans forcément être dans l'agressivité ou dans la colère, mais juste de dire, ou même de l'écrire, de dire, bah, en fait, je suis déçue ou je suis attristée ou ça me rend triste, mais en parlant en jeu, je pense que c'est juste d'arriver à poser des mots soi sur le fait qu'effectivement, ça vous affecte, Stéphanie. En tout cas, enfin, moi, c'est spontanément ce que j'aurais tendance à faire, de dire, bah, j'aimerais que tu sois à mes côtés ou j'aimerais que tu puisses euh, être à mes côtés face à cette épreuve, face à cette maladie qui aujourd'hui est là pour moi, en trouvant les mots qui sont justes pour vous, peut-être pas effectivement dans le tu n'es pas là, dans tu devrais être là, tu ne m'écris pas, tu n'es pas présent, mais juste en disant moi voilà ce que ça provoque chez moi. Bah, ça m'attriste, ça m'affecte, je me sens seule, j'aimerais que tu sois à mes côtés, j'aimerais qu'on puisse en parler, j'aimerais juste qu'on puisse continuer à partager des moments sans forcément parler de la maladie quand on est ensemble, mais de pouvoir passer ces moments ensemble, c'est des moments ensemble, même si c'est par exemple pour lire un livre, aller au cinéma ou prendre un café, c'est autant de moments qui, nous, en tant que patients, nous permettent de penser à autre chose et de partager un moment ensemble qui n'est pas directement lié à la maladie. Et pour la personne qui est avec vous, c'est aussi permettre d'entendre, voilà, vous n'êtes pas juste une maladie, vous n'êtes pas juste résumé au cancer qui vient de vous être diagnostiqué, vous restez Stéphanie comme je reste Anne-Sophie. Je reste Anne-Sophie avant d'avoir eu un cancer. Et ça, c'est important selon moi. Donc, dans cette situation-là, oui, vous êtes légitime de ressentir ça. Oui, vous pouvez avoir de la tristesse, de la colère. Toutes les émotions peuvent vous traverser. Et derrière, moi, j'inviterais au contraire juste à essayer de trouver les mots et à poser les mots, que ce soit par écrit, au cours d'une conversation, de juste arriver à exprimer voilà, les émotions que ça provoque chez vous. Et après, libre à la personne en face de s'en emparer, de vous expliquer ou juste de laisser passer. Et auquel cas, rapprochez-vous de personnes qui, en tout cas, sont présentes pour vous face à cette épreuve. On n'est pas tous armés de la même manière, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous la même histoire, la même sensibilité. Et en revanche, que vous puissiez vous exprimer ce que vous avez à l'intérieur, pour moi, c'est un premier pas. Et ça leur permettra aussi de comprendre ce que vous avez pu traverser face à cette annonce. Parce que c'est une annonce que vous avez vécue vous et ensuite que vous avez dû annoncer autour de vous et qui effectivement peut aussi provoquer des émotions chez vos proches. Donc,
Donc, j'espère que c'est quelques pistes de réponse. Et je vois le docteur Jacques qui s'est reconnecté entre-temps. Est-ce que tu aurais quelques pistes pour Stéphanie, donc, qui disait qu'elle a, si je reprends ces mots, touchée par le cancer du sein il y a peu, certaines personnes de ma famille, notamment mon frère, n'ont pas pris de mes nouvelles. Je suis extrêmement déçue. Est-ce légitime? Cela me touche beaucoup et je ne sais pas si je dois en parler aux personnes. Bah, je ne sais pas du coup ce que toi tu as dit. Moi, ce que je voulais en tout cas expliquer, c'est que on est toujours très surpris par la réaction des proches. Ça peut être assez déroutant, déstabilisant, assez imprévisible. Il y a des personnes qui vont être très proches et qui pourtant ne vont plus donner de nouvelles. Il y en a d'autres, on va se retrouver avec la voisine de palier qui finalement s'avère une ressource inestimable, une aide précieuse dans le quotidien. Il y a des gens qui vont se révéler finalement dans l'adversité, dans le bon sens ou dans le moins bon sens. La question qu'elle était de base avec son frère, est-ce qu'elle est proche ou est-ce qu'elle est distante dans la relation? Mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, c'est quand même c'est important de ne pas être dans le jugement. Je pense qu'il y a des gens qui ne supportent pas en fait l'idée de la souffrance, l'idée de la maladie. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon de psychiatre la différence entre savoir et éprouver. On sait qu'un proche ou que nous-mêmes, on peut avoir un accident, qu'on peut mourir, qu'on peut tomber malade, mais l'éprouver réellement d'un seul coup, c'est quand même très différent. Et d'un seul coup, éprouver qu'on va peut-être qu'on voit un proche qui est malade, et ça peut donner une attitude qui est quasiment une attitude de rejet. Oui, tout à fait. Oui, exactement. Et je suis entièrement d'accord avec toi que on peut avoir de très, très belles surprises autour de nous, de gens qu'on ne pensait pas très présents et qui vont être d'un coup très présents, et d'autres, effectivement, qui vont, par leur histoire personnelle, se distancier pour raison qui leur est propre, en fait. Et effectivement, c'est d'arriver à naviguer ces relations-là à la lumière de la présence qu'ils sont prêts à nous donner. Moi, je pense qu'en tout cas, c'est vraiment important pour répondre bien à la question, en espérant que vous m'entendiez, de quand même de communiquer, de ne pas passer, parce que ça peut être du rejet, ça peut être aussi une sorte de déni en fait. Hein. Il y a des gens qui préfèrent ne pas en parler parce que ça les fait souffrir et que tant que on n'en parle pas tout haut, eh ben, ça n'existe pas vraiment. Ouais. Donc, avant d'avoir discuté, aucune réaction ne peut être considérée comme illégitime en fait, si on n'a pas eu les explications en préalable. Donc moi, je répondrais à Stéphanie que oui, il faut demander si ça la préoccupe. Je pense que c'est préférable de ne pas passer par un tiers. Parce que si on passe par un tiers, et ben, ça multiplie, c'est un peu les systèmes de téléphone et on ne s'en sort pas. Et les mots peuvent être mal compris. Je pense qu'il vaut mieux lui demander en direct. Et peut-être dernier conseil, de lui demander par écrit si on a du mal à le dire. On est assez alignés. Ça lui laisse aussi le temps de lire et de relire et de répondre tranquillement. C'est ce que tu disais? Oui, on est assez alignés. Donc, très bien. Eh bien, écoute, on peut continuer avec une question de Catherine qui nous écrit et qui nous dit: Mon fils de 12 ans ne veut pas parler de la maladie et ne pose aucune question. Et quand sa petite sœur 6 ans pose des questions, il s'énerve en disant qu'il ne veut pas en parler. Doit-on s'inquiéter? On lui a expliqué tout ce qu'on pouvait sur la maladie, mes traitements en cours à venir. On lui répond que sa sœur, elle, a besoin d'avoir des réponses et on lui répond: est-ce et on lui répond: est-ce la bonne solution? Sachant que mon fils reste dans la pièce quand on donne les réponses. Pour essayer de répondre à la question, sachez qu'il a perdu son arrière-grand-père. Il avait 4 ans et demi et mon frère, il avait 8 ans et demi suite à des cancers. D'accord. Bon, on m'entend toujours, Anne-Sophie, fais-moi un Oui, petit signe de tête. Hein. oui, Bon, on t'entend.
vraiment confuse. Excusez-moi. Moi, déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est félicitations d'avoir bien expliqué aux enfants. Peut-être on y reviendra ou peut-être qu'on fera un petit point là-dessus, mais c'est vraiment très important de ne pas cacher aux enfants Mm. et de dire la vérité. Évidemment, ça dépend de l'âge, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser les mêmes mots avec une enfant de 6 ans ou un enfant de 12 ans, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment primordial que de dire la vérité. L'autre conseil, avant d'en venir au vif du sujet, c'est vraiment que les parents s'alignent bien. Si vous êtes avec le papa des enfants, eh bien, il faut vraiment bien se poser tous les deux pour ne pas gaffer, vous désaligner. Il faut bien réfléchir aux informations qu'on va faire passer en amont aux enfants et se mettre d'accord entre adultes avant. Et un troisième petit conseil avant de répondre à la question, c'est vraiment de régulièrement dire à l'enfant qu'il n'est pas responsable de ce qui se passe, évidemment, hein, parce que les enfants, ils ont quand même une très grosse tendance à se culpabiliser, à se dire, j'ai pas été gentil avec maman la semaine dernière et maintenant elle est tombée malade, par exemple. Il y a une forme de pensée magique comme ça qui existe beaucoup chez les enfants, même ados. Et donc, il faut vraiment bien lui expliquer que c'est un facteur externe, que c'est la faute d'une maladie qui s'appelle le cancer, que tous les cas sont différents et qu'il ne faut pas réfléchir en fonction du cas du papa de machine ou de la maman de truc parce qu'ils en ont entendu parler et que c'est ni la faute de la personne malade et ni la faute, bien sûr, de l'entourage, mais d'un facteur extérieur. Donc ça, c'était vraiment les trois premières choses que je tenais à préciser par rapport au lien aux enfants. On reparlera peut-être de l'annonce un peu plus tard si on a du temps. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que vraiment les enfants, ils peuvent avoir une réaction très déroutante, que ce soit les enfants, les ados. Déjà, au moment de l'annonce, hein, moi, j'avais plusieurs patientes qui m'avaient un peu raconté, enfin, elles étaient presque un peu vexées parce qu'il y en a qui ils sont retournés jouer et qui avaient l'air complètement indifférents, d'autres se sont isolés et qui n'en ont plus jamais reparlé. Donc, à chacun sa méthode pour digérer la nouvelle. Tout à l'heure, on parlait du frère de Stéphanie. Et bien là, c'est un peu la même chose. Il ne faut pas être déstabilisé, il ne faut pas être triste en fait de la réaction de l'enfant. Il faut juste essayer de voir, essayer d'attendre et de regarder un petit peu ce qui va se passer. Alors, pour l'adolescent déjà de base, je pense que tout le monde est passé par là à peu près. Et donc, ce n'est pas une période très, très facile. Et l'ado, il est déjà en fait en train de faire ce travail de détachement du parent et d'essayer de prendre son envol et son autonomie. Et finalement, cette maladie, elle vient frapper juste à ce moment-là, alors qu'il essaie de se détacher. Et donc là, il y a une espèce de violence dans le détachement, qui est une forme un peu de détachement subi. Et donc, ils peuvent vraiment, les ados, c'est assez classique, qu'ils se montrent particulièrement pudiques et qu'ils ne montrent pas du tout ce qu'ils ressentent. C'est évidemment pas un manque d'intérêt de leur part, je préfère le souligner, même si ça coule de source, ils aiment leurs parents et ça n'a rien à voir avec ça. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas essayer de leur tirer les verres du nez parce que ça ne va pas fonctionner et ça risque de donner du conflit. Il faut plutôt essayer de s'intéresser à votre fils, un peu comme si la maladie n'existait pas. Vous établissez le dialogue de façon normale, en fait, hors maladie. Vous lui parlez de sa scolarité, de ses copains, de ses passions, de ses activités. Vous lui demandez de vous raconter de la journée d'aujourd'hui, etc. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure, les questions, les sujets, ils vont venir comme ça. Mais en tout cas, voilà, il faut s'intéresser à lui et parler de lui, de parler avec lui de sujets hors cancer. Ce que vous pouvez lui conseiller de faire peut-être, c'est de tenir un journal, d'écrire. S'il n'ose pas vous dire des choses, il peut vous faire des mails ou de vous écrire des lettres. Parfois, il y a des enfants, un peu comme tout à l'heure on le disait, l'écrit, c'est vraiment un très bon média quand on n'ose pas trop se dire les choses parce qu'on peut répondre plus tard, on peut y revenir, etc. Par rapport à la petite sœur et ce que vous expliquiez, moi, ce que je ferais, je pense, c'est peut-être quand la petite sœur, elle pose des questions, de proposer au grand frère, s'il ne souhaite pas avoir les réponses, de quitter la pièce. Mais en fait, peut-être que le grand frère, il ne quitte pas la pièce exprès parce que c'est une façon pour lui d'avoir quand même les réponses à ses questions qu'il ne veut pas poser lui-même. Donc, vous pouvez toujours lui dire que si ça le dérange, c'est pas grave et qu'il peut s'en aller, que vous ne serez pas vexé. Et puis, vous voyez s'il reste ou s'il part. Les symptômes qui pourraient inquiéter, parce que je pense que la demande sous-jacente, elle est peut-être aussi celle-là. Qu'est-ce qui pourrait vous inquiéter chez votre fils et qui vous fait dire que là, quand même, on n'est pas dans quelque chose de complètement normal?
bon, il y a toujours une période d'adaptation. Ce qu'il faut que vous regardiez finalement, comme tout ado, c'est vraiment des gros changements de comportement. Est-ce qu'il décroche au niveau de sa scolarité? Est-ce qu'il a des problèmes de sommeil? Est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il a du mal à manger? Est-ce qu'il a mal à la tête, mal au ventre, des problèmes un peu physiques? Est-ce qu'il est agressif? Voilà. Bon, en ce cas, il n'est quand même pas impossible qu'il puisse avoir des petits symptômes de dépression, par exemple. Et c'est quand même bien d'en parler, soit avec le médecin généraliste, soit avec le psychologue en soins de support si vous avez. Et puis parfois, dans les structures dans lesquelles vous effectuez vos traitements, il peut y avoir des groupes de parole qui existent aussi pour les enfants, qui peuvent être pas mal. Mais tant qu'il n'y a pas ces symptômes-là, moi, je ne m'alerterai pas plus que ça, je ne m'en offusquerai pas. C'est sa réaction à lui et elle est vraiment assez classique chez les ados, donc c'est pas surprenant. Je pense que peut-être tu peux ajouter des choses, Anso. Moi, j'ai pas d'enfants personnellement, mais je sais que j'ai des neveux et des nièces et qu'effectivement, à l'annonce de la maladie, il y en a un qui est venu me voir et qui m'a dit: Ah, tu vas perdre tes cheveux et qui était très franc, qui était très direct sur l'impact physique qu'allait avoir la maladie. C'était vraiment quelque chose qui le questionnait énormément. Il m'a même demandé à 2 reprises si j'allais mourir et à chaque fois on en a parlé et très simplement je lui ai donné les informations que j'avais, j'ai rien cherché à cacher parce que ma soeur était OK qu'on se dise les choses, donc les choses se sont faites de manière assez fluide. Et en revanche, sa grande sœur était beaucoup plus timide et c'est seulement en fin de traitement qu'elle est venue me voir un jour où on était toutes les deux à la maison et où là, elle est venue me parler. Et ça a été tout d'abord très timide et puis ensuite, voilà, elle a apporté ses questions et ça a été tout doux. Mais effectivement, ça a été chacun à leur rythme. Son petit frère il avait 4 ans et il était voilà, avec sa naïveté d'un enfant de 4 ans. Elle en avait déjà 7,5 ou 8. Donc, elle avait une plus grande maturité et c'était... Moi, j'ai rien brusqué. Ma sœur leur a dit que j'étais malade, leur a dit que j'avais des traitements lourds. Ils sont venus me voir à l'hôpital 1 ou 2 fois. Et c'est vrai que j'ai eu les conversations que j'ai eues avec eux quand c'était eux qui sont venus vers moi et qui c'était juste pour eux. Je n'ai pas voulu forcer un échange particulier avec eux. Voilà. Catherine nous Je sais demandait pas. également, pardon? Non, vas-y, je t'écoute. Euh, donc la même personne, donc Catherine nous dit également, avec mon conjoint, nous ne parlons jamais de la maladie, de mes traitements, de mon état. Dois-je m'en méfier? Dois-je forcer la discussion? D'accord. Euh, bah, je vais reprendre un petit peu, même si évidemment le conjoint et le frère, on n'est pas dans la même situation, et en l'occurrence, le conjoint vit sous le même toit. Mais je vais reprendre un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le partenaire ou la famille, en fait, vont vraiment chacun avoir leur propre projection, leur propre crainte par rapport à cette maladie. Ils vont se mettre à éprouver quelque chose qu'on savait de loin. Oui, on peut avoir un accident ou que notre proche, ou on peut perdre un proche, etc. Mais d'un seul coup, ils l'éprouvent un peu dans leur tripes. Et en fait, ça peut être très déroutant. Et donc, on peut être dans le déni et avoir envie de ne pas en parler parce que comme ça permet que ça n'existe pas. On peut être un peu même dans le rejet. En tout cas, le partenaire, il va avoir lui-même évidemment ses propres peurs sur la maladie et sur les suites. Et qu'est-ce qui va se passer? Il risque de ne pas oser vous les partager par peur de vous inquiéter encore plus. C'est ce dont on parlait tout à l'heure quand on est pris un peu entre les mailles de la culpabilité. La personne malade, elle se sent coupable d'être malade. La personne qui va bien se sent coupable d'aller bien et se sent coupable de s'inquiéter. Donc, dans ces moments-là, moi, je vais revenir sur le mot d'ordre, n'est-ce pas, de cette conférence qui est un peu la communication. Je n'en suis pas la meilleure preuve vivante aujourd'hui, étant donné que le réseau n'est pas génial. Mais donc, il faut effectivement communiquer. C'est hyper important. Parce que chacun voulant faire de son mieux, en fait, eh ben, on a plutôt tendance à pas trop se parler pour épargner l'autre. En fait, ça part d'une bonne intention, mais ça va conduire à des incompréhensions plutôt qu'autre chose. Il faut vraiment se dire que toutes les inquiétudes que vous, en tant que patiente, vous avez à propos de votre maladie et de votre traitement, ben, en fait, votre conjoint, il doit les avoir aussi. Ouais. Et donc, en fait,
finalement de se parler de ça et de se dire « Ah, t'es inquiet là-dessus, bah, moi aussi », bah, finalement, ça va vous faire du bien à tous les deux. Donc moi, là, ma proposition, alors, dois-je m'en méfier? Non, je ne pense pas. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction. Et moi, j'ai déjà entendu plusieurs fois ce genre d'histoire où on continue de faire comme tout va bien, comme si tout allait bien pour les enfants, pour Ouais. soi-même, parce que comme ça, comme on ne le dit pas, ça n'existe pas. Mm, Mais en revanche, peut-être pas forcer la discussion, mais plutôt forcer de pourquoi on n'en parle pas, en fait, justement. Ça, oui, d'essayer de se parler de ça. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce que lui, c'est un souhait qu'il a? Est-ce qu'il veut que ça continue comme ça? Peut-être lui poser les questions vraiment franchement et de vous demander, vous, Catherine, qu'est-ce qui vous irait bien? Est-ce que vous, ça ne vous convient pas de ne pas en parler? Est-ce que vous avez envie justement de pouvoir expliquer, verbaliser vos symptômes, vos effets secondaires, etc. Quand vous avez des traitements lourds, que vous êtes épuisé, est-ce que vous avez envie d'en parler avec lui? Et donc, il faut lui exprimer vos besoins, mais il faut que lui aussi vous explique. Et si lui, il vous dit qu'il ne veut pas en parler, ben, je pense qu'une fois qu'il a expliqué pourquoi, c'est important de respecter ça. mm. Moi, j'ai une amie qui était un peu dans une situation similaire. Ils avaient deux enfants en bas âge, elle est tombée malade. Son conjoint, de base, était quelqu'un d'assez introverti qui n'était pas forcément très expansif, même si on sentait une certaine sensibilité chez lui. Et en fait, elle, ce qu'elle a décidé de faire, c'est d'avoir un cahier qu'elle a mis dans leur chambre, il me semble, ou je ne sais plus, ou dans la cuisine, dans laquelle elle est venue d'abord inscrire en lui disant j'aimerais qu'on puisse en parler. Ce que je vis, c'est compliqué et j'aimerais juste qu'on puisse poser des mots sur ce que moi je traverse parce que je pense que je ne suis pas toute seule à vivre tout ça. Et j'aimerais que tu puisses aussi me dire ce que toi tu ressens, ce que tu vis parce que on est deux dans le même bateau dans le sens où on a des enfants et elle a posé les choses de manière assez maladroite, mais elle les a posées par écrit. Et puis, elle a laissé passer du temps. Elle lui a juste dit, tu regarderas ce cahier quand tu auras un instant. Il l'a regardé une première fois, il n'a rien écrit. Et il me semble que c'est 8-10 jours après qu'il est revenu vers elle dans le cahier et qu'il a pour le coup écrit d'un coup 4 pages dans laquelle il a écrit beaucoup de choses. Il a exprimé beaucoup d'émotions. Et ils ont démarré cette correspondance comme ça au fil de l'eau. Et puis effectivement, au bout de 2 mois, lui l'a invité à dîner un soir. Et là, ils ont effectivement eu cette conversation. Et ils ont posé des mots et ça les a énormément rapprochés. J'en ai des frissons rien que d'en parler parce que ça a été quelque chose d'hyper puissant dans leur couple qui est venu vraiment renourrir beaucoup de choses. Et effectivement, dans ce que tu dis, c'est effectivement beaucoup de quiproquos, d'incompréhension et peut-être j'ose même pas imaginer ce que l'autre vit. Donc, dans la volonté de protéger ou d'adoucir ou d'apporter du confort dans l'inconfort, bah, on va faire plus de maladresse qu'autre chose. Et effectivement, de pouvoir poser des mots, ça semble tout bête, mais en fait, ça permet de désamorcer énormément de choses. Top. On est complémentaires, Anne-Sophie. Oh là là. Écoute, c'est parfait. Alors, Catherine nous a posé une dernière question. À cause des traitements trop rapprochés, je ne peux pas vraiment partir en vacances ou aller voir la famille qui habite trop loin. Mais quand je propose à mon conjoint d'y aller avec les enfants, mais sans moi, c'est un non catégorique. Que dois-je faire? Insister ou laisser? Déjà, il y a plusieurs options. Déjà, selon le centre de prise en charge, quand on arrive en période de grandes vacances, il est possible de pouvoir faire une chimio ou une radiothérapie hors de son centre habituel, effectivement en cas de vacances. Donc, je vous invite à vous rapprocher de votre équipe soignante. Mais je sais que moi, à l'époque, ça m'avait été proposé. J'étais prise en charge à l'Institut Curie. Et si j'avais voulu descendre à Bordeaux ou à Marseille pour des vacances, il m'aurait été possible de faire une cure de chimiothérapie dans un centre partenaire qui puisse me permettre de pouvoir prendre de la distance pour les vacances et d'être avec ma famille. Donc ça, c'est déjà une première piste de réflexion à pouvoir creuser, Catherine. Et derrière, concernant effectivement le refus de votre époux, insister ou laisser, je pense que la question est un peu complexe. Peut-être essayer d'abord de discuter avec lui et de comprendre ce qui justifie son non catégorique. Peut-être que lui ne considère pas passer des vacances sans vous parce que vous êtes sa famille et que vous êtes la mère de ses enfants et que pour lui, les vacances, c'est à 4 ou rien. Auquel cas, effectivement, ça s'entend. Et dans ce cas-là, peut-être c'est
aménager le temps que vous aurez à votre domicile pour faire des choses peut-être qui sortent du quotidien et qui permettent quand même de vivre un semblant de vacances qui ne sera pas les vacances de d'habitude à partir loin, mais qui restera quand même un contexte différent du quotidien que vous vivez au domicile. Euh, et pour la famille, c'est pareil. Est-ce que eux peuvent se rapprocher? Est-ce que vous pouvez trouver un entre-deux qui soit de partir à mi-parcours de chacun et trouver une location ou un endroit pour vous retrouver où chacun fasse une partie du chemin et que vous ne soyez pas trop loin de votre centre de soins? Je pense qu'il y a des adaptations à faire forcément. La maladie impose ce genre d'adaptation. Mais encore une fois, le fil rouge de toutes vos questions et effectivement la communication, selon moi, est d'arriver à poser des mots sur tout ça, d'arriver à dire à vos proches que vous avez envie de les voir, mais qui sont très loin. Et donc, s'ils puissent se rapprocher et faire une partie du chemin, ça simplifiera les choses pour vous parce que le fait que vous soyez en traitement et que vous ne puissiez pas être loin de votre centre de soins, c'est une contrainte physique que vous avez et qui est impondérable. Et puis pour votre conjoint, c'est aussi d'arriver à poser les mots et de voir avec lui. Vous avez la volonté qu'il puisse prendre des vacances, qu'il puisse se relaxer, qu'il puisse être avec les enfants. C'est votre souhait, donc c'est à vous de l'exprimer dans ce sens-là. Si effectivement, c'est peut-être déjà le discours que vous avez tenu, mais d'arriver à lui dire que vous avez envie qu'il prenne du plaisir et qu'il ne soit pas à votre chevet tout du long et qu'il vous voit dans la maladie ou dans la douleur. Et peut-être que lui, à défaut, comme je disais tout à l'heure, peut-être que lui, sa réaction, c'est en fait, moi, je veux juste qu'on soit tous les quatre, en fait, et que des vacances sans toi, ça n'a pas de sens. Et donc, dans ce cas-là, c'est derrière, une fois que tout ça est dit et que les deux points de vue sont partagés, c'est quel est le compromis qu'on va trouver, comment on va pouvoir trouver une solution qui convienne à tout le monde et qui permette à ce que tout le monde puisse être bien dans la décision qui sera prise. Je suis revenue. Oui. Est-ce que tu veux compléter? On a trouvé un endroit qui capte incroyable. Vous en avez pour 1 heure avec moi parce que du coup, j'ai plein de trucs à dire. Et maintenant, ça capte. Je suis désolée, vraiment. Et non, oui, bien sûr, je veux compléter, mais déjà, merci beaucoup Anne-Sophie parce que je sais que c'est pas un exercice évident quand ça passe mal comme ça. Non, mais moi, ce que je voulais quand même aussi dire à Catherine, c'est que, alors, difficile puisque c'est le fameux mari qui visiblement a du mal à discuter du cancer avec sa femme, mais en fait, le patient, c'est normal d'être malade. On est patient. Donc, on a mal, on est fatigué, on peut vomir et c'est difficile de penser à autre chose. Et dans la même lignée, finalement, pour un proche, c'est normal d'être en bonne santé, en fait. Et ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas culpabiliser. Et donc, le proche, et je pense que c'est au patient, donc à Catherine en l'occurrence, de faire passer ce message-là, le proche, il est autorisé à rigoler, à se promener, à travailler, à partir quelques jours en congé, à avoir une vie sociale. C'était ça que j'essayais de dire tout à l'heure. Le burn-out de l'aidant, ça existe. La maladie du cancer, elle dure longtemps et le proche, il peut s'épuiser. Il faut tenir la route sur la distance et souvent le partenaire, il va avoir encore plus de tâches qu'avant. Le travail, les devoirs, les récupérations des enfants, les tâches ménagères, les rendez-vous hospitaliers, les allers-retours avec le stress, la fatigue psychologique, etc. Donc vraiment, il est hyper important, moi je crois, de déculpabiliser le conjoint. Il est en bonne santé, on ne va pas lui en vouloir, tant mieux d'ailleurs. Et donc, il doit avoir des plages de liberté dans lesquelles il peut se ressourcer sans Catherine. Donc, oui, Catherine, mettez le mari dehors un peu là. Moi, je dis que oui, il faut qu'il prenne du temps pour lui. Il faut lui expliquer que ça va avoir un effet bénéfique pour lui, parce que lui, ça va lui permettre de recharger un peu ses batteries. Et puis ensuite, ça aura aussi un effet bénéfique pour vous, parce que vous serez contente que lui-même ait passé un bon moment. Et ensuite, il va pouvoir vous raconter des petites histoires, en fait, qui vont vous sortir du quotidien et de la routine du traitement. Il va vous raconter les vacances, il va vous raconter les derniers potins de la famille, et ça va faire du bien plutôt que de… Voilà, et vous, ça va vous faire sortir finalement aussi un peu de façon indirecte. Donc, Catherine, vous dites à votre mari que s'il ne le fait pas pour lui, qu'il le fasse pour vous-même, parce que vous aussi, vous en avez besoin qu'il prenne un petit peu l'air et qu'il tienne la route justement sur la distance. Donc, il faut vraiment qu'il s'autorise ces plages de liberté.
il sera heureux et vous serez, je pense, heureuse également. Voilà ce que j'aurais voulu rajouter. Et là, on m'entend, alors c'est cool. Très bien. Merci beaucoup, Fanny. On a également des questions là en direct. On a Carole qui nous disait, mon fils de 30 ans est autiste Asperger. J'ai eu un cancer du sein triple négatif en 2017 et en 2022. Il est devenu métastatique avec une espérance de vie de 6 mois. Mon fils refuse que l'on parle de mon décès prochain. Est-il dans le déni ou se protège-t-il? Je ne sais pas comment lui en parler. Il n'a jamais connu de deuil. Est-ce que tu peux juste me repréciser l'âge du garçon? Il a 30 ans. D'accord, 30 ans. C'est jamais très facile et j'en suis vraiment confuse de répondre sans avoir un peu plus d'informations sur notamment la structure de la famille, etc. Et également sur la prise en charge. Est-ce que vous avez la possibilité, dans cette période vraiment difficile, de pouvoir discuter avec un psychologue, avec un psychiatre, d'essayer de voir pour faire un entretien familial, etc. Je ne sais pas. En tout cas, vous, de votre côté, ce que vous pouvez faire, il y a de plus en plus de formes de thérapie comme ça qui s'appellent la thérapie des valeurs ou des thérapies de la dignité et qui consiste, quand hélas on est en fin du chemin et qu'il nous reste quelques mois ou un an à vivre, et de se dire que on va essayer de vivre bien et de se poser sur les transmissions que l'on souhaite faire à ses proches. Et si vous n'arrivez pas à lui faire ces transmissions-là en direct, peut-être parce qu'il est dans le déni, oui, on l'a évoqué tout à l'heure, ou parce que, enfin voilà, tant qu'on n'en parle pas, ça n'existe pas. Il est probablement très triste, il est probablement en grande souffrance et probablement qu'il va peut-être le regretter plus tard. Donc vous, de votre côté, vous pouvez peut-être lui enregistrer des vidéos ou des audios ou écrire sur ce que vous avez envie de transmettre à vos enfants, petits-enfants si vous en avez, quels ont été les enseignements que la vie vous a donnés, qu'est-ce que vous auriez fait pareil si vous étiez à refaire, qu'est-ce que peut-être vous auriez refait différemment, quelles sont les grandes leçons qu'on peut tirer d'une existence. Voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre comme message fort à votre entourage. Si jamais vous ne pouvez hélas pas le faire en direct parce que votre fils, pour lui, c'est trop difficile, je vous conseille vraiment de vous renseigner sur ce type de thérapie. Vous pouvez avoir un accompagnant ou vous pouvez aussi le faire seul ou avec un proche. Voilà, de vidéos, d'écrits. Vous pouvez faire votre biographie, vous pouvez raconter votre enfance, etc. Je pense que ce sera vraiment quelque chose de très précieux pour votre fils pour la suite. Et comme ça, vous éviterez aussi le fait que peut-être d'ici quelques mois ou années, quand vous serez plus là, lui regrette d'avoir peut-être perdu du temps. Ce temps-là, vous lui fournirez de façon indirecte et je pense que ce sera une belle preuve d'amour et une belle leçon. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je pense que aujourd'hui, les technologies nous permettent de faire ces choses-là très simplement. Avec un smartphone, avec une tablette, avec un ordinateur, on peut déjà enregistrer énormément de choses. La vidéo, c'est une manière très puissante de pouvoir faire passer des messages en transmettant les réactions physiques, les émotions, comme elles viennent dans ce que vous pourrez lui partager. Derrière, c'est pourquoi pas de réunir des photos, d'écrire des messages, d'écrire des lettres qu'il ouvrira à ses 40 ans, à ses 50 ans, j'en sais rien. Mais tous ces moments de vie qui vous paraissent importants aujourd'hui, de pouvoir les marquer. Aujourd'hui, vous êtes consciente que ce temps est précieux et si effectivement il n'arrive pas à être en interaction avec vous parce que pour lui c'est trop dur ou qu'effectivement c'est pas possible pour lui de pouvoir laisser ses traces écrites, ses traces vidéo, ses traces audio. Enfin, je veux dire, on a tous vécu des deuils dans nos vies. Je sais que moi, si j'avais pu avoir ne serait-ce que l'audio de mon papa, ça aurait été quelque chose d'ultra précieux pour moi. Je ne l'ai pas, j'ai des photos à défaut d'avoir de l'audio et c'est déjà très puissant, c'est déjà très précieux. Et donc voilà, effectivement, l'invitation de Fanny, pour moi, elle est très juste, que vous puissiez effectivement vous emparer de ce que la technologie nous offre aujourd'hui pour pouvoir lui laisser toutes ces capsules, tous ces moments, toutes ces émotions, tous ces messages, à la fois de votre vie, de votre vision de la vie, de vos aspirations pour lui, de ce que vous avez pu vivre ensemble. Ce sera autant de choses dont il pourra venir se nourrir au moment où ce sera juste pour lui. Et oui.
dans cette situation difficile, effectivement. Je Et, pense que et c'est... de pas, évidemment, de pas lui en vouloir, même si j'imagine à quel point ça doit être douloureux pour vous et peut-être frustrant aussi. Mais je pense qu'il vaut mieux pas forcer, là, pour le coup, trop loin la discussion si lui, c'est son choix à lui finalement. Je pense que d'une certaine façon, bah, il faut en direct, en tout cas, il faut le respecter au risque sinon de peut-être vous disputer, ce qui ne serait pas non plus l'idéal dans ces quelques mois ou années à venir, quoi. Tout à fait. On a également une question d'Anita qui nous dit: On a découvert des métastases osseuses il y a seulement 1 mois et demi. Je n'ose pas encore trop penser à l'avenir. Quel avenir? L'entourage oublie parfois que je suis encore en plein dans l'acceptation et de me convaincre, moi, à avoir confiance dans dans un autre traitement. Eux peuvent proposer des vacances l'année prochaine, par exemple. Il me faut encore apprendre à me sentir bien sur le moment pour que je puisse profiter d'un moment agréable et de ne pas tout de suite pleurer quand quelqu'un dit qu'est-ce que c'est beau la vie, car lui est capable de se sentir bien à ce moment-là. Tout à fait, ça c'est vraiment difficile. C'est quelque chose que les patients me partagent souvent. Ce décalage, en fait, hein, et je pense que tu vas très bien également en parler, Anne-Sophie, ce décalage entre la personne bien portante et la personne malade. Quand on est toujours malade, et aussi même d'ailleurs quand on va mieux, parce que une fois qu'on a été malade, il y a la vie d'avant et il y a la vie d'après, et on porte un regard sur la vie et sur l'existence de façon générale, de toutes les façons, totalement différentes, maladie ou hors maladie, après avoir passé, une fois qu'on a vécu la maladie, le regard sur la vie est vraiment différent des bien portants, hein. Il va y avoir un peu l'équipe des bien portants et l'équipe de ceux qui ont été malades ou qui sont malades, et vraiment, c'est très déstabilisant parce que du coup, avec nos proches, on n'est plus dans les mêmes équipes. Va y avoir un décalage qui peut se créer entre la personne malade qui sent qu'elle est confrontée à la mort, à la souffrance, qui éprouve, et pas juste qui sait, on en parlait tout à l'heure, qui éprouve vraiment au plus profond d'elle finalement ce danger. Et finalement, la personne malade, elle est un peu éclairée sur ce que la vie représente. Et les autres, on a l'impression que comme ils n'ont pas vécu ça, ils ne peuvent pas comprendre. Donc, il y a des choses qui paraissent importantes pour les autres, les lieux de vacances, les projections, la consommation d'objets, le prochain achat, etc., et qui vont être complètement futiles, dérisoires, futiles ou un peu inaccessibles, parce qu'en effet, des projections long terme pour les gens malades. Et les personnes malades, elles vont surtout s'attacher à ces petits plaisirs du quotidien, de prendre une bonne douche chaude, de sentir un bouquet de fleurs. Et c'est ces petits plaisirs-là qui vont prendre tout leur sens. Donc, parfois, la personne malade, elle va avoir envie un peu de secouer l'autre et de lui faire comprendre la chance qu'elle a. Et que finalement, cette chance, elle est un peu menacée à tout moment. Mais bon, sauf que c'est un peu délicat que de faire ça, et puis ça serait peut-être pas forcément bienvenu. Donc, c'est normal que ce décalage se crée. Déjà, ce décalage, il faut se rassurer, il n'est pas inéluctable. Et à mon avis, le meilleur chemin, il se situe un peu au milieu des deux, au milieu des deux points de vue, de ces deux vérités. Donc, chacun doit essayer de réfléchir à comment faire un pas vers l'autre pour éviter des vraies ruptures de vie, des vrais clashs où on va se disputer parce qu'il y en a qui parlent de leurs vacances dans un an et que non, nous, ça ne nous concerne peut-être pas. Enfin, en tout cas, on n'a tout à fait pas envie de s'en préoccuper. Donc, encore une fois, le mot-clé est quand même la communication. Il faut vraiment que vous expliquiez là ce que vous ressentez. Vous n'interdisez pas, bien sûr, les conversations. Ça peut arriver qu'on parle des vacances de l'année prochaine ou du dernier téléphone qu'on vient de s'acheter, etc. On peut pas... Et puis, on a aussi envie d'être traité comme un être humain. On n'a pas envie d'être traité que comme un malade. Mais je pense qu'il faut que chacun, comme on disait, réfléchisse à faire un pas vers l'autre. Qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qui n'est pas? Qu'est-ce qui est trop insupportable pour vous? Qu'est-ce qui n'est pas vraiment tolérable et que vous n'avez pas envie d'entendre? Et puis peut-être pareil aussi un petit peu de l'autre côté. Donc l'essentiel, en fait, dans toutes ces situations, patients comme aidants et proches, c'est de sceller un pacte pour se promettre de communiquer ses désirs, ses besoins, ses envies, ses sensations physiques, ses émotions. Il faut vraiment se faire ce pacte-là. Peut-être même, on peut se faire
quand on travaille, on a bien des meetings, des réunions toutes les semaines, on peut peut-être se faire une sorte de petit conseil de famille toutes les semaines, comme une réunion d'équipe professionnelle, et on va faire les ajustements nécessaires des deux côtés. On va dire, ouais, toi, tu m'as gonflé parce que tu m'as parlé de tes vacances de l'année prochaine. Moi, ça, c'est pas vraiment supportable pour moi. Voilà. Et comme ça, on fait les petits ajustements. Pareil, on peut essayer d'écrire ce qui nous a convenu ou ce qui nous a pas convenu. Et comme ça, à la fin de la semaine, on relit le carnet, on échange, on regarde ce qui est encore essentiel ou finalement ce qui nous a pas tant blessé, etc. Mais pour moi, tenir cette espèce de petit conseil comme ça, familial ou de proche, c'est finalement quelque chose d'assez important et qui permet, qui a un vrai lieu, un vrai espace d'expression. Complètement alignée avec toi. Effectivement, en tant que patiente, de toute manière, quand on tombe malade, on vit quelque chose qui est difficilement compréhensible par les proches. On a beaucoup de préjugés, on a beaucoup de clichés qui sont associés au cancer, mais sans forcément que ce soit juste par rapport à nous. Et puis la maladie induit aussi un retour à l'essentiel que les proches n'entendent pas forcément ou ne comprennent pas forcément parce que le quotidien est très fort. Et même si nous, en tant que patients, on devient passif, c'est-à-dire qu'on devient à subir les traitements, à subir le regard médecin, le regard des proches, qui n'est pas forcément le plus doux, le plus optimiste. Et on fait face avec tout ce remue, toutes ces questions internes qui vont effectivement pouvoir creuser un gap, un espace entre nos proches et nous, et effectivement pouvoir poser des mots sur ce que vous ressentez. Effectivement, on parle de métastase, c'est pas anodin, c'est un mot qui peut faire peur, qui est aussi associé à beaucoup de choses assez lourdes, que vous arriviez, vous, à dire, en fait, j'ai peur, en fait, tout simplement, ou ça m'angoisse, ou je sais pas de quoi demain est fait, et donc parler de l'avenir, parler des prochaines vacances, c'est douloureux pour moi parce que j'arrive même pas à être là dans l'instant, tellement l'angoisse me prend. C'est par exemple pouvoir poser ces mots-là, pouvoir les dire, et pour que votre entourage comprenne, parce que effectivement, si vous n'exprimez pas grand-chose, eux vont peut-être se dire, en fait, ça va, en fait, elle a le moral, ou en fait, elle fait un déni, ou en fait, elle veut juste pas en parler. Donc, si elle veut pas en parler, on va essayer de lui changer les idées. Et on connaît toutes ces maladresses des proches. Enfin, je veux dire, en tant que patient, on en vit limite quotidiennement de gens qui, par maladresse ou par vouloir remplir le silence, parce qu'il y a des gens qui sont très inconfortables avec le silence et donc vont pouvoir nous dire, t'inquiète pas, les cheveux ça repousse, alors qu'en fait, ils n'ont jamais perdu leurs cheveux et que nous, ayant perdu nos cheveux à cause du cancer, on a envie de foutre une baffe et de dire, ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Ça fait partie de ces petites maladresses du quotidien et c'est OK, c'est juste qu'effectivement, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont mal à l'aise ou parce qu'ils savent juste pas comment répondre à une certaine situation, ils vont réagir d'une autre manière. Et c'est de la manière que Fanny avait de dire, ça peut être les surprises du quotidien, de la réaction des autres. Mais c'est à vous, effectivement, d'ouvrir l'échange, le dialogue et de dire, là, pour moi, c'est pas possible de parler des prochaines vacances parce qu'en fait, juste, on m'a annoncé des métastases et ça m'angoisse. En fait, ça, c'est là et j'arrive pas à être dans l'instant présent et j'arrive pas à me projeter dans l'avenir parce que je ne sais pas ce que ça veut dire pour moi, en fait. Et c'est tout à fait entendable, c'est tout à fait compréhensible. Et à partir de là, vous pourrez nouer un dialogue. Et effectivement, c'est là aussi où vous pourrez vous rendre compte qu'il y a des gens sur lesquels vous pouvez compter et qui seront à vos côtés et qui seront présents pour juste vous écouter. Vous n'êtes pas entouré de proches qui sont juste là pour vous parler. Vous pouvez aussi juste vous parler et eux soient juste dans l'écoute. L'écoute active, c'est déjà très puissant en tant que patient de pouvoir être entouré de gens qui ne vont pas forcément parler, mais qui vont juste être là en proposant une épaule ou une oreille attentive et de pouvoir parler de tout et de rien. Et ce sera à vous d'effectivement d'ouvrir les sujets ou non, mais ce qui sera juste pour vous à dire à ce moment-là. Voilà ce que j'avais à dire en complément, Fanny. Tu avais plein de trucs à dire en fait. J'avais quelques trucs à dire en complément de ce que tu as dit. Il y a une dernière question, je crois. Voilà, une dernière question. Voilà, exactement. On voit, il est déjà 19h24. Dernière question, qui est une question anonyme, qui dit comment expliquer à ses enfants que les traitements ne permettront pas de partir en vacances tous en famille cet été? D'accord. Alors ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Les enfants, évidemment, restent des enfants, bien heureusement. Et donc, il y a le sujet de la maladie, mais il y a tous leurs sujets de la vie du quotidien. Je ne sais pas quel âge ont les enfants, mais en fait, peu importe l'âge, il faut juste adapter les mots
On ne va pas parler de chimiothérapie et nommer les molécules à un enfant de 6 ans, mais sinon, il faut leur expliquer, comme on disait, la vérité. Petit à petit, il faut leur dire, il faut leur expliquer que les médicaments qui sont donnés pour lutter contre la maladie du cancer ne permettent pas de partir en vacances parce que c'est trop fatigant, parce que maman ou papa doit rester proche de l'hôpital, etc. Après, il est très important pour les enfants de continuer de se projeter. Les enfants adorent se projeter, ils adorent réfléchir à la prochaine fête d'anniversaire, au prochain week-end, à la prochaine soirée, aux prochaines vacances. Donc, il va falloir transformer cette difficulté de projection à plus long terme et sur les prochaines vacances en mini-projections du quotidien qui vont être sympas quand même pour les enfants, qui vont être agréables. Donc, par exemple, vous pouvez leur dire, c'est pas possible de partir en vacances cette année parce que le traitement fait que je suis trop fatiguée ou que je dois rester près de l'hôpital, ce qui est plutôt une bonne chose parce que ce traitement, c'est le traitement qui fait que les médecins essayent au maximum que je ne sois plus malade. Et donc, ce traitement, il m'aide à ne plus être malade. Donc, il est vraiment très important. En revanche, ce que je te propose en remplacement des vacances, c'est fais-moi la liste de ce que tu as envie de faire sur 1 heure, une demi-journée, une journée, le week-end prochain, etc. Que ce soit des petites ou des plus grosses choses dans des projections courtes, puisque dépendant des traitements et de la maladie. Mais voilà, je pense que les enfants, en fait, ils s'en fichent de partir à l'autre bout du monde. Ils s'en fichent de savoir que c'est 2 jours ou que c'est 3 semaines. S'ils ont des solutions de remplacement, ils sont beaucoup plus adaptatifs comme être humain qu'un adulte. Et vous voyez bien que, enfin voilà, les enfants, ils vont pas, ça va pas, leur frustration, elle va pas durer longtemps si jamais on a d'autres propositions à leur faire. Ça, c'est hyper important de le savoir. Donc, il faut qu'ils établissent la liste avec vous. Vous définissez ce qui est possible pour vous de faire ou de faire avec l'autre parent ou avec la famille, par exemple, ou peut-être qu'ils peuvent partir quelques jours d'ailleurs sans vous, chez des grands-parents ou autres. Mais voilà, vous faites une solution de remplacement. Et ça fonctionne à tous les coups. On ne laisse pas tomber toutes les règles éducatives, hein, parce que ça, j'ai vu aussi cette tendance qu'on peut avoir en tant que parent quand on est malade, de se dire, bon, bah, le pauvre, déjà que papa ou maman est malade, on va un peu tout autoriser. Donc non, on n'autorise pas tout, on fait les règles éducatives d'habitude parce que sinon ça risque de paniquer en fait l'enfant de voir que les règles changent. Donc on ne lui dit pas qu'il va faire une grosse fête à la maison s'il a 5 ans, sans les parents, mais il fait la liste s'il a envie d'aller au parc d'attractions, s'il a envie d'aller visiter un château de la Loire, s'il a envie de passer la journée auprès d'un lac ou d'aller voir ses copains, d'inviter un copain à dormir, de faire un cinéma, d'être autorisé à regarder un film à la télé, etc., etc. Et on remplace, et je pense que ça va très bien fonctionner. Très clair. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas. On arrive presque à 19h30, donc je pense qu'on va arriver au bout de cette deuxième édition des rendez-vous de résilience. Donc, comme on avait dit au début, on va avoir 3 petites questions de sondage à vous poser pour à la fois évaluer vos retours sur vos impressions sur cette nouvelle conversation. Et effectivement, si vous avez des sujets à suggérer pour les prochaines rencontres, n'hésitez pas à nous les partager juste ici pour qu'on puisse voilà, s'en inspirer et vous donner rendez-vous tout prochainement pour une prochaine conversation. Si je peux me permettre, Anso, excusez-moi, Oui. on a une dernière question Oui. de Corinne qui est hyper intéressante. Ah oui, tout à fait. Oui, Ah oui, je l'ai lu, j'y réponds en 2 minutes. C'est une question. Ah bah vas-y, Anne-Sophie, je te laisse dire la oui, question. Karim a envoyé effectivement le traitement médicamenteux dans sa globalité nous rend irritables et c'est ce qui rend la relation très difficile avec les proches. J'ai essayé des séances de psychologie, mais la situation reste difficile et elles ne nous ont pas écoutés. Que cette irritabilité est due aux médicaments et je n'ai malheureusement pas le contrôle. Quelle autre solution ou alternative vous proposez? Pas facile cette question parce que c'est une irritabilité, vous avez raison, qui est un peu difficile à maîtriser en fait, hein, vraiment liée aux effets secondaires aussi des traitements.
Et donc, moi, je vais faire un peu une réponse à l'envers. Plutôt que, enfin, je ne sais, parce qu'en fait, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse de comment vraiment diminuer l'irritabilité. Je crois que c'est difficile. Donc, déjà, première chose, il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on est irritable et que bien sûr, ce n'est pas notre état normal. Mais deuxième chose, moi, je jouerais plutôt en ce cas sur le phénomène un peu de compensation. Plus vous serez sympa quand vous allez bien, plus ça passera bien, mais c'est vrai. 20 ans de mariage, Anne-Sophie, et je connais tous les secrets. Plus ça passera bien quand vous serez irritable. On en plaisante, mais ce que je veux dire, c'est que dans les moments où vous allez plutôt bien et que ça se passe bien, n'oubliez pas, par exemple, de remercier. On dit souvent quand ça va mal, on ne dit pas souvent quand ça ne va pas. Remerciez, faites des gratifications à vos proches, à votre entourage. N'oubliez pas de remercier parce qu'ils ont fait la vaisselle, parce qu'ils vous ont fait un super gâteau et que vous l'avez beaucoup aimé. N'oubliez pas de remercier parce qu'ils vous ont pris dans les bras, qu'ils vous ont emmené à l'hôpital et que c'était une journée pas facile et qu'ils l'ont comprise. Quand il y a un truc qui se passe et que ça se passe bien, n'oubliez pas de dire merci, de vraiment exprimer votre reconnaissance. Et vous verrez que comme ça, les moments où vous allez être un peu irritable, en fait, ça va passer comme une lettre à la poste ou pas loin. Oui, et puis moi j'aurais tendance aussi à dire que si vous ressentez qu'effectivement c'est dû aux médicaments, ne pas hésiter à le dire aussi. Là, j'ai l'impression que les médicaments me rendent encore plus irritable, que j'ai encore moins de patience, que effectivement c'est assez explosif. Et dans les moments où vous en avez conscience, c'est de dire, voilà, je m'excuse par avance si j'aurais des réactions un peu brusques. Mais là, je ne maîtrise pas la totalité. Enfin, c'est aussi indépendant de votre volonté, de ce que j'entends dans le message. Donc, encore une fois, poser des mots, exprimer ce que vous traversez, ça permettra aussi à vos proches d'entendre que vous n'êtes pas en pleine maîtrise de vos moyens et qu'il y a aussi, de par les médicaments chimiques que vous recevez, il y a aussi des effets qui peuvent être indépendants de votre volonté. Et peut-être pour terminer, il y a des contenus aussi dans l'application. Il y a les podcasts sur la santé mentale que j'ai fait. Il y a quelques articles également que vous pouvez trouver et qui peut-être peuvent vous apporter. C'est dans la catégorie la vie quotidienne. Il y a aussi, je crois, c'est l'épisode 9 de la santé mentale qui parle de la relation aux proches. Peut-être que vous pourrez trouver certaines réponses à des questions que vous n'avez pas eu le temps de poser. Est-ce qu'il y a un replay, Sarah ? Oui, il y aura un replay qui sera envoyé normalement demain. Et d'ailleurs, Fanny, il y avait une question à ce sujet-là. Karine demandait s'il pouvait être pertinent ou non de le partager aux proches pour qu'ils prennent conscience en fait, des difficultés. Top. Évidemment, s'ils sont d'accord, bien sûr, hein, s'ils sont OK et qu'ils en ont envie, mais évidemment. D'ailleurs, on l'a fait dans cet état d'esprit-là, cette conférence. Donc, je pense qu'au contraire. Et puis, je pense que vous pouvez aussi poser vos questions à Anne-Sophie ensuite par mail, hein, c'est ça ? Tout à fait. Si vous en avez encore. Je suis vraiment encore désolée pour la connexion, mais j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, on vient de lancer, normalement sur votre écran, vous devez voir apparaître un sondage avec 3 petites questions. On vous invite à y participer. Ça va vous prendre vraiment quelques instants. Nous, c'est précieux parce que ça nous permet d'avoir vos retours sur l'expérience qu'on vient de vivre ensemble. Et effectivement, dernière petite question sur est-ce que vous avez des sujets que vous souhaiteriez que l'on aborde lors des prochains rendez-vous. N'hésitez pas à remplir tous les sujets qui pourraient vous passer par la tête et que vous souhaiteriez qu'on puisse aborder dans les conversations à venir. Ce sera un grand plaisir. En tout cas, on vous remercie sincèrement de ce moment passé ensemble. On espère qu'on a pu vous apporter des pistes, des clés de réponse, des pistes d'inspiration pour pouvoir naviguer ce sujet effectivement de la relation aux proches quand on fait face à un cancer. À la fois moi avec mon expérience patient et Fanny en tant que psychiatre. Voilà, l'idée de ces rendez-vous résilience, c'est vraiment de pouvoir vous donner la parole et de pouvoir venir répondre à vos questions, à vos attentes, à vos interrogations. Donc, on espère que vous avez passé un bon moment. On vous donne, voilà, c'est l'idée d'un rendez-vous mensuel. Donc, on vous donnera rendez-vous très prochainement. Vous devriez voir passer l'information prochainement. Et on va vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée en ce début d'été. Et on pense, voilà,
On pense bien à vous. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir.